Janvier 1968. Les Marines américains sont embourbés dans la guerre du Vietnam. Au cœur de la détente géopolitique, cette bataille sanglante marque une rupture dans la transmission des médias, qui se font support de la propagande de la guerre froide tournée vers une véritable guerre de l'image symbolique. Comment l'offensive du Tet a-t-elle changé la partialité dans la diffusion des médias? L'Indochine, richesse culturelle du bassin sud-asiatique, indépendante depuis 1954 au lendemain de sa révolution contre les Français, est maintenant divisée entre les libéraux de Nguyen Van Thieu et les communistes de Ho Chi Minh. D'un côté, le Sud, allié aux Américains, et de l'autre, le Nord, allié aux Soviétiques. À la suite de nombreux conflits à travers le monde, le Vietnam, symbole d'une domination politique et économique, apparaît comme la matérialisation de la guerre froide et le nouveau centre d'intérêt des Occidentaux. 1er novembre 1955, la marche à la guerre est inévitable. Les Viet Cong, guérilleros nord-vietnamiens, engagent en premier les opérations militaires. Sortis de l'ombre des tunnels qu'ils avaient construits, ceux-ci attaquent frontalement la République du Sud-Vietnam et multiplient les attentats. Il faut attendre 1965 pour que les États-Unis interviennent officiellement dans le conflit. Appuyés d'une lourde force de frappe et d'un arsenal moderne, les Marines vont vivre le plus dramatique conflit de l'histoire de leur pays, comme l'attestent les 7 millions de bombes larguées, soit 4 fois plus que pendant la Seconde Guerre mondiale, synonyme d'échec sur le communisme. De plus, seulement 25% des soldats américains ont combattu au front, et parmi eux, de nombreux accidents et suicides sont à déplorer, preuve du découragement progressif des soldats anticommunistes. Tournant majeur de la guerre, l'offensive du Tet en 1968 marque une rupture tant au niveau tactique que médiatique. Attaque surprise minutieusement préparée par le général nord-vietnamien Giap, les combattants communistes envahissent Saigon, la capitale du Sud, et déstabilisent les forces pro-américaines. À Hamo, Hue ou encore Keshan, c'est dans la boue et le sang que vont se régler la fête du Tet. Armés de torpilles Bangalore, fusées M16, lance-flammes et autres véhicules blindés, les Marines se vont opter pour une politique de terre brûlée visant à déstabiliser les guerrilleros vietminides. Ligne de front sanglante et inaboutie, c'est ici que la rupture entre réalité et médias a le plus se faire ressentir. Dans les lignes américaines, un sentiment de défaitisme apparaît au lendemain du Tet. Lorsque les reporters occidentaux sont sur les zones de front, ceux-ci s'arrêtent sur les visages des soldats pour les faire témoigner et les filmer dans leur quotidien. Bien que se sachant proche de la fin, les journalistes ont pour consigne de valoriser les soldats et de faire connaître leurs exploits au monde entier. Cependant, la névrose des combats est durement dénoncée dans le journal clandestin Vietnam GI, où l'ex-marine Jeff Charlett y critique la boucherie du conflit. La radio nationale, la FN, va jouer un rôle décisif dans l'information et le divertissement des combattants à l'image de Chicken Man, Chris Noël et Adrian Cronauer. D'autres chroniqueurs occidentaux, comme le français Édouard Sablier, reporter pour Le Monde, retranscriront les événements politiques du conflit à travers différentes radios européennes comme la BBC, la RTF ou encore Europe 1. Pour immortaliser l'horreur d'une guerre, la photographie va jouer un rôle déterminant. Du simple soldat américain passant dans la boue ou au grand de ce monde, bon nombre de reporters anglo-saxons comme Sean Flynn ou français comme Marie-Laure de Decker, Catherine Leroy ou Henri Huet vont saisir l'atrocité ainsi que l'absurdité du Vietnam moderne. Première guerre médiatisée, le Vietnam forge sa renommée dans les massacres de civils, comme le montre l'assassinat d'un Viet Cong par le boucher de Hue, Nang, la famille de réfugiés politiques par Sawada, l'immolation par le feu du moine Duc et la petite fille souffrante du napalm, aujourd'hui symbole de l'engagement des artistes au Vietnam. Du côté nord-vietnamien, les photographes se mobilisent. Des reporters de guerre comme Hoa Kiem, Mai Nam, Thu Chi Tan et Duong Quang Tin. Guerre coûteuse et sans aboutissement, le Vietnam provoque une indignation collective de la part du peuple américain. Contre les violences subies par les civils et l'avancée du communisme en Asie, la jeunesse américaine se révolte, comme durant le 15 avril 1967, où environ 100 000 Américains défilent à New York, et met un terme à cette boucherie où l'armée américaine y fut saignée à blanc. Sous forme de tracts, musique, articles de presse ou encore manifestations pacifiques, le retrait des forces américaines, l'affaire Watergate et le long désengagement de Nixon à la guerre du Vietnam, suite à l'attaque du Tet, discréditent l'opinion occidentale. De nombreuses personnalités publiques, comme Jimi Hendrix ou Mohamed Ali, deviennent objecteurs de conscience et porte-parole de l'indignation du peuple américain en refusant de servir dans l'armée et en soutenant les mouvements pacifistes. Le cinéma américain, à l'inverse, prône l'effort de guerre. Ces films décrivent le soldat américain courageux et invincible en toute situation. De plus, dans ces films,
Les soldats Viet Cong sont rarement représentés, hormis leurs cadavres, dans le but de centrer l'attention sur les soldats américains, faisant ainsi de la guerre du Vietnam la seule guerre racontée par les perdants. À l'époque, j'habitais aux États-Unis, dans le Texas, dans les années 70. Tous les gens voyaient la guerre comme quelque chose de très difficile, quelque chose de négatif. Les gens voulaient que ça se termine. Je regardais les chaînes publiques avec ma famille, donc la télévision. C'est le moment où Richard Nixon a dû dire ses adieux. Les gens avaient perdu beaucoup de confiance en lui. Et je me rappelle parce qu'elle était à la télé avec des larmes aux yeux. Je sais que les gens parlaient de la guerre, ils parlaient et il y avait souvent, en tout cas de temps en temps, des gens qui avaient perdu un fils, un cher à la guerre. Je n'étais pas aussi... J'étais moins concernée parce que j'avais un seul frère et d'après ce que j'avais compris petite, c'est qu'à l'âge de 18 ans, tous les garçons devaient partir vers la guerre, sauf s'il y avait un seul fils ou un seul garçon dans la famille. Donc je me disais, bon, mon frère, il ne va pas partir, donc on sera épargné. Dans ma famille, les gens n'étaient pas très engagés dans la politique et dans cette guerre, non. Beaucoup de gens étaient contre la guerre, les Noirs comme les Blancs, parce qu'on avait perdu beaucoup de soldats. Et on se demandait à quel point il fallait rester en guerre en Vietnam. Après les événements du Tet, les autres pays occidentaux remettent en question la légitimité de l'intervention des États-Unis dans le bourbier du Vietnam, avec notamment des manifestations comme à Londres en octobre 1968. La France, qui commence à entretenir des relations commerciales avec de nombreux pays communistes comme la Chine, ne soutient plus les Américains. Le général de Gaulle, le président français, proclame « Vive le Québec libre » pour dénoncer les abus américains dans la guerre froide. Du côté nord-vietnamien, les outils de propagande sont nombreux. Photographies, journaux ou même romans comme les œuvres de la romancière Duong Tu Vuong. De nombreux films corrigent la propagande du cinéma américain et dénoncent les atrocités de la guerre, comme La danse de la cigogne sur le quotidien des Viet Cong, Entre ciel et terre sur le quotidien des soldats sudistes, souvent trop publié par les Américains, ou Green Dragon sur l'horreur des boat people et les difficultés d'intégration des Vietnamiens dans les pays occidentaux. Mais aussi La fille du fleuve et A Journey from the Fall, qui dénonce l'épuration des pro-américains par les communistes et les désillusions d'après-guerre. Je n'aime pas la guerre et j'espère que notre armée retournera aux États-Unis parce que ce n'est pas notre affaire d'aller là. C'est difficile à dire, mais en ce moment c'est très possible. Les Nord-Vietnamiens essayent de forcer la victoire pour nous amener à la table de négociation. Il n'y a pas de bonne guerre, il n'y a pas de mauvaise paix.